Oui, je le fais court et j'aime les interventions provocantes et inspirantes comme Monsieur Le Foll. Et j'essaie de aussi faire une intervention. Comment? Oui. Nous avons fait une intervention assez provocante avec la Crédit Suisse ces jours, alors. Euh, Oui, alors je ne dis pas beaucoup sur tous les travaux importants qu'on fait à Metabio et toute l'inspiration et toutes les choses que j'ai appris ici, mais je pose surtout un focus sur ce que manque peut-être. Et en général, je constate peut-être qu'on a toujours un problème avec la communication et que Metabio peut-être aussi commencer à communiquer plus avec la société parce que comme c'était dit, les rendements en bio, ce ne sont pas le problème, je pense. C'est aucun problème si on a une approche systémique parce qu'on jette un tiers des productions, on utilise 40% des terres arables à l'UE pour produire les fourrages pour les animaux. Alors, si on change ça, les rendements ne sont pas le problème. Et je pense que cette communication que sur les systèmes alimentaires en la totalité, c'est vraiment important et il faut aussi augmenter ça, je pense. Mais j'ai aussi quelques autres points. Premièrement, je pense qu'il faut être plus radicaux. Plus radical. Oh, il nous faut être plus radical. OK. Premièrement, il nous faut être critique avec nous-mêmes. Que sont notre hypothèse valeurs cachées? Par exemple, c'est vraiment que les consommateurs sont intéressés à consommer des produits durables. Je pense non. La majorité peut-être n'est pas intéressée en ça. Et il faut faire de la recherche pour cette majorité qui n'est pas intéressée dans la nourriture durable, peut-être. Seulement un exemple. Deuxièmement, comment éviter que les solutions techniques dominent la discussion? Des fois, je pense qu'on espère trop des solutions techniques quand il faut un changement des gens, des sociétés, des stratégies économiques, des entreprises. On peut faire quelque chose avec les solutions techniques, mais il faut vraiment une transformation fondamentale. Et ça, c'est beaucoup mieux, plus que des solutions techniques. Et ça vient au troisième point. Quant à la transformation des systèmes alimentaires, c'est beaucoup plus que les ajuster un peu. Comme quelqu'un a dit dans un atelier hier, c'était aujourd'hui on produit ce qu'on veut manger, mais il faut manger ce qu'on peut produire. C'est un peu extrême, mais ça peut-être c'est un but pour changer le système. Et aussi au début, Émeric Pillet a dit la nécessité des signaux politiques et sociaux clairs. Il nous faut vraiment dire ce qu'il faut pour faire la transformation. Alors, c'est vraiment, on aura 50% moins d'animaux, je dis comme ça, avec toutes les conséquences. Pas des matières fourrages chères, des terres arables pour les animaux, par exemple. Et ça, c'est vraiment une transformation fondamentale qu'il faut dire si on veut vraiment avoir seulement, disons, la moitié des animaux. C'est vraiment un changement fort. Et aussi les déchets. Si on a seulement, si on abaisse les déchets par la moitié, ça, c'est aussi moins de production. Ça signifie quoi pour les producteurs? Il faut dire ces choses. Et le défi le plus grand, ce n'est pas d'avoir 50% bio ou comme ça en 2050, mais plutôt les changements qui doivent accompagner ça. Et c'est vraiment ces changements
d'alimentation, le nombre d'animaux, etc., etc. Alors, il faut vraiment avoir un changement fondamental et ce changement, c'est un changement du comportement des humains qui est nécessaire. Et si ça reste volontaire, est-ce que nous croyons vraiment que ça se passe? Alors, si on parle d'augmenter les surfaces bio, il faut vraiment avoir tout un système politique pour le supporter. Et qu'est-ce que ça signifie si on fait le bio plutôt le mode normal de la production? Et en tout ça est lié à la... Non, je laisse ça. Alors, le dernier point, c'est quel est le biome de la future, et c'était aussi, c'était déjà dit. Je pense que ce serait mieux de ne pas avoir la lutte de bio contre le conventionnel, mais plutôt d'avoir les bien choses de tous les deux et vraiment de pas développer le bio comme antithèse du conventionnel pour le futur, mais plutôt développer une agriculture, un système d'alimentation durable où le bio joue un rôle comme un lighthouse, une phare peut-être, mais où l'agriculture conventionnelle devient plus et plus durable aussi. Et ma vision serait de n'avoir plus de bio au de 2050 parce que toute l'agriculture est si durable comme il faut. Je pense qu'on pourrait... Il dit que tu es pire que lui. Oui, chez lui, je veux provoquer. Mais c'est sûr, c'est toujours une transformation fondamentale du système conventionnel. C'est clair. Ça ne veut pas dire le bio, c'est plutôt quelle stratégie, c'est ça. OK. Merci Andrew. Comme lui, j'interviens parce que je suis membre, sollicité pour être membre du comité scientifique dit international, donc pour avoir un regard. Et moi, c'est l'Inde que je représente là derrière. Et puis parce que aussi, j'ai participé à ces 2 jours parce que et avant, parce qu'on a eu un projet sélectionné avec les collègues de Montpellier sur justement le développement de 2 agricultures alors biologiques en Inde, donc dans l'état du Sikkim et puis en Andhra Pradesh. Et j'ai plusieurs choses à dire. Alors, comme Andrew, je ne vais pas me dire combien c'est important. Enfin, moi, j'ai vraiment été épaté par ce programme, ce méta-programme MétaBio, déjà l'institutionnalisation au sein de l'INRA. Je trouve que c'est vraiment formidable ce genre de choses. Et tout ce qu'on peut, on phosphore beaucoup ici, c'est très bien organisé. Donc, merci pour tout ça. Je vais plutôt me concentrer sur ce que je vois comme manque. Alors, j'avais plusieurs choses en tête. Il y en a une que Monsieur Le Foll m'a enlevé du pied. C'est un malaise que je ressens depuis le début, c'est le positionnement du bio par rapport à l'agroécologie. Personne ne s'y retrouve vraiment. Qu'est-ce qui fait, et je suis tout à fait, qu'est-ce qui fait la spécificité du bio? Qu'est-ce qui fera la spécificité du bio à l'avenir? Ça reste une grande question. Pour l'instant, on connaît son cahier des charges et c'est ce qui fait sa force. Mais si par exemple, moi, vous me dites, bon, je suis revenu il y a 1 an d'Inde et si c'est pour acheter des tomates produites en hydroponie au sud de l'Espagne, moi, je n'achèterai pas bio, j'achète pas bio. Je suis désolé, même s'il n'y a pas de pesticides. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait sur quoi le bio se démarque ou pas de l'agroécologie, de ces grands principes? Alors, sur l'agroécologie, comme on l'a dit hier, il y a presque autant de définitions que de porteurs. On a quand même maintenant, et depuis M. Le Foll, on a des 10 principes de la FAO
les 13 du HLPE, c'est quand même assez bien balisé maintenant. Voilà. Après, on peut mettre, je me suis aussi rendu compte qu'on mettait sous l'agroécologie, ici en France, de l'agriculture, de la monoculture sans labour avec plein de pesticides. On appelle ça, on m'a fait intervenir avec des agriculteurs soi-disant agroécologiques en France. Pour moi, c'est un peu, il y a un problème. Alors, donc voilà, moi, je vais tout à fait dans le sens de M. Le Foll. Après, moi, la deuxième chose que je voulais vous dire, qui manquait autant dans son exposé que dans la prospective qu'on nous a présentée, enfin, le bio, on l'a redit ce matin, c'est par opposition au modèle conventionnel, mais qu'est-ce que le modèle conventionnel finalement? Et est-ce que le bio se démarque vraiment de ce modèle conventionnel? Donc, je suis économiste et moi, je vous dis que le modèle conventionnel, enfin, en tout cas, ce qu'on peut appeler le régime sociotechnique, pour reprendre des termes de la littérature, de Schott and Giles, c'est des ententes entre producteurs, consommateurs, recherche, loi, etc. Ben, ça a commencé, l'agriculture conventionnelle, pour moi, c'est l'industrialisation de l'agriculture, qui commence avec, quelque part, Adam Smith. C'est quoi les grands principes? C'est la spécialisation, la division du travail, la spécialisation pour faire des économies d'échelle. Et on se spécialise pour produire, on se spécialise aussi dans les productions, du coup, on les limite. Et ce qui s'est passé en France, comme dans la plupart des pays de l'OCDE, mais en France, le plus grand programme social de l'histoire de France, c'est quand même l'industrialisation de l'agriculture. Le nombre d'agriculteurs a baissé sans précédent, comme dans tous les pays de l'OCDE, pour arriver dans ce que Peter Timmer, l'université d'Harvard, et le titre d'un de ses bouquins de 2009, Un monde sans agriculture. C'est-à-dire, là-dedans, l'agriculture ne représente moins de 3% de l'emploi et moins de 3% du PIB. Donc, on est, entre parenthèses, dans des sociétés où on accorde en valeur que 3% pour l'acte de production agricole. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Et donc, moins de 3% de l'emploi, moins de 3% du PIB, et que le moteur de productivité, là, il y a un mélange, monsieur Le Foll, on mélange la productivité de la terre avec la productivité du travail. Il faut bien distinguer les deux. Et mon expérience en Inde montre qu'on peut être très productif. J'ai fait des calculs en kiloritres par hectare avec la révolution verte. On produit beaucoup plus que dans le bassin, quand des bassins de blé français, notamment parce qu'on fait plusieurs cultures par hectare, dans l'année, et on crache beaucoup plus de calories avec les recettes de la révolution verte, cette agriculture industrielle, qui est donc, on se spécialise, on soutient les prix, on soutient les intrants, l'utilisation d'intrants qui ont été conçus en laboratoire pour que ces quelques productions produisent beaucoup. Et donc, on se spécialise et on produit beaucoup à l'hectare. Mais ça ne veut pas dire que la productivité du travail, elle est élevée. Ce n'est pas parce qu'on a des rendements élevés. Et en Inde, en France, oui, parce que le moteur de productivité du travail en France, ça a été l'agrandissement des fermes et leur motorisation. Et finalement, le remplacement du travail et même de l'intelligence de l'agriculteur par des machines, de la robotique, de l'intelligence artificielle. C'est bien ça le moteur. Et en France, on gagne, un producteur a une forte productivité du travail parce qu'il a 60, 100, 500 hectares à disposition. Et c'est ça qui peut amortir ses coûts d'intrants de l'agriculture traditionnelle, conventionnelle, pardon, pas traditionnelle. Et c'est ça qui fait que sa productivité du travail a rejoint la productivité du travail des non-agriculteurs. Et que finalement, voilà. En Inde, c'est l'inverse. On a appliqué les recettes de la Révolution verte, pardon, il faut que je conclue, et on a appliqué les recettes de la Révolution verte. On applique massivement tous ces intrants, ces soi-disant variétés à haut rendement, qui ne sont à haut rendement que si on applique beaucoup d'eau, d'électricité, etc. Donc, c'est un suicide écologique, c'est un suicide au niveau de la santé humaine, il y a des développements de cancer, des suicides, etc. C'est un suicide budgétaire aussi pour l'État, parce que c'est d'énormes dimensions, c'est des dizaines de milliards d'euros par an. Et les agriculteurs, c'est une crise agraire depuis 20 ans. D'accord? Donc, je termine simplement pour dire, ici, moi, ce qui me manque, c'est la dimension emploi et travail. Si l'agriculture change beaucoup les choses, j'ai envie de vous dire, et c'est ce que je fais avec les Indiens, je travaille beaucoup sur les perspectives à 2050 quantifiées, ils sont dans un schéma d'agriculture naturelle, toute basée sur la microbiologie des sols, etc., sans pesticides, sans engrais chimiques, sans fumeurs organiques,
Et ils ne produisent pas moins, ils produisent plus. Hein, sauf que c'est des multiplicités d'espèces végétales en synergie au-dessus et en dessous de la surface du sol. Donc, il faut changer aussi nos métriques. On raisonne toujours en monoculture ici. Donc, il y a des problèmes pour la science en termes de métriques. Mais du coup, j'ai envie de vous poser la question, il faudrait faire de la prospective, un peu du même acabit. Dans votre vision de l'agriculture biologique, c'est pour combien de personnes? C'est pour combien d'emplois en 2050 ou ailleurs? Je ne sais plus quel est l'horizon de ce programme. Et du coup, ça change plein de choses parce qu'on ne prend pas soin du sol. On parlait du continual sol, plantes, hommes, animaux, etc. Ce n'est pas du tout la même chose quand si on a beaucoup plus d'agriculteurs, d'actifs sur un espace qui est limité. Du coup, la question de la taille est très différente et la question du travail est très différente. Le soin de la nature, et pour rebondir sur les synergies biologiques, etc., ou ce que M. Le Foll appelait la nature gratuite, les mimétisés, etc., eh bien, c'est très différent quand on le fait à l'échelle d'1 hectare ou 5 hectares dans quelque chose qui ressemble plus à un jardin, d'accord, qu'on ne peut pas d'ailleurs mécaniser, motoriser, avec des productions dispersées dans le temps et dans l'espace, ça pose plein d'autres questions, que quand on a les pubs de Syngenta, Bayer, un grand champ de monoculture de 500 hectares ou plus, désinfecté, pas un arbre, etc. Donc, pour moi, ça pose vraiment cette question. Cette question, encore une fois, de l'emploi du travail est une question fondamentale qui, je suis désolé, j'ai très peu vu aborder ici. Voilà. Oui, très bien. Merci. Et donc, je vais laisser la parole à François, voilà, qui nous a préparé aussi quelques diaporamas pour accompagner. Non, c'est beaucoup dire, ne vous inquiétez pas, je vais essayer d'être relativement brève. Je ne vois pas le partage d'écran pour l'instant, Servane. C'est normal. C'est voilà, les aléas techniques jusqu'au bout. C'est laquelle? J'en profite pour dire que les collègues qui sont en visio remercient les intervenants, voilà, et puis je vais faire de même. Alors d'abord, je voulais dire un grand bravo et merci à Servane, Aline et Cécile qui ont été à la manœuvre pour l'organisation de ce séminaire, et y compris voilà, pour leur capacité d'adaptation. Donc, je pense que ça mérite des applaudissements. Même si par visio, ils seront silencieux, mais le cœur y est. Merci aussi évidemment aux intervenants qui ont partagé leurs connaissances et leurs visions parfois bousculantes et avec quelques frustrations par rapport au respect du temps, mais finalement, on y est arrivé, donc c'est formidable. Et puis, tous les participants, avec une mention particulière pour les animateurs et animatrices des ateliers, et à tout le monde pour l'implication, l'enthousiasme, puis le formidable travail réalisé. Donc maintenant, on va essayer de capitaliser sous forme d'action de nouveaux projets pour les 4 ou 5 prochaines années qui restent à ce métaprogramme Métabio. Donc, je voudrais rappeler que c'est un programme de recherche transversale et donc on a donné un cadre qui est l'hypothèse où l'agriculture biologique deviendrait majoritaire. On n'a pas dit que c'était souhaitable, on ne sait pas, et ça fait partie des travaux à réaliser, de travailler à la fois sur quels sont les freins, et c'est pour ça qu'on a pensé que de se placer dans un contexte qui poussait vraiment le modèle un peu vers l'extrême, permettait d'aborder des questions qui ne l'auraient sans doute pas été si on avait dit qu'on voulait 20%. Voilà. Et donc, on l'a au niveau d'INRAE, en fait, le collège de direction qui soutient ce métaprogramme a partagé notre vision, que ce soit un prototype avec une définition bien cadrée et un cahier des charges. Donc, un modèle normé, mais un modèle pour la transition agroécologique des agricultures. Donc, on espère effectivement que les travaux qui sont réalisés au sein de Métabio profitent aux différentes formes d'agriculture. Voilà, donc la suite de ce séminaire, ce sont les fiches d'action à transmettre sur notre adresse mail Métabio d'ici la fin du mois de mars. Donc, merci à celles et ceux qui ont déjà transmis leurs fiches
Mais l'idée, c'est de les faire circuler entre les participants pour que le petit noyau qui les a produites soit bien d'accord. Comme vous l'a dit Servan, donc on propose de les mettre à disposition sur le site Internet, sauf mention particulière de votre part, et on y mettra aussi les supports des présentations. À Voir, partir de... ouais, voir les vidéos si vous en êtes d'accord aussi. Pardon. Continue, Françoise. À partir des propositions d'action, donc on va identifier avec les membres du COPIL d'éventuelles actions collectives à mettre en place, un peu comme ce qui vous a été présenté pour l'opération Coup de pouce qui a conduit à la base de données mise à disposition des chercheurs, la base de données issue des enquêtes de l'agence bio. Donc, quand il y a des demandes comme ça qui peuvent aider la communauté à avancer dans ses travaux, ben, c'est une des possibilités qu'a le métaprogramme d'accompagner. Il y aura probablement aussi des partenariats à faciliter. Et puis, j'ai bien noté, puisque c'est revenu à la fois dans les exposés d'hier et puis tout à l'heure dans l'intervention d'Adriane, c'est de renforcer la communication des informations. Et enfin, donc, l'idée, c'était quand même de donner un nouvel élan. On n'est pas tout à fait à mi-parcours du métaprogramme, mais on est à 3 ans. Et donc, l'idée, c'est de continuer à soutenir des propositions et de les soutenir avec les outils des métaprogrammes qui évoluent. Donc, tu me passes la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, donc j'ai fait un tableau récapitulatif des outils qu'on a à notre disposition pour soutenir des projets, avec en turquoise là les modifications. Donc, jusqu'à présent, on avait les possibilités de soutenir ce qui s'appelait des consortia multi-acteurs. Ça existe toujours, mais la direction générale souhaite vraiment en faire un outil pour favoriser l'interdisciplinarité, puisque à INRAE, le dispositif scientifique est organisé avec des départements scientifiques et justement qui sont à la manœuvre pour la programmation scientifique et pour décloisonner et favoriser l'interdisciplinarité pour traiter un certain nombre de défis scientifiques et sociétaux qui nécessitent de combiner les disciplines, eh bien, il y a un renforcement des attentes au niveau des métaprogrammes. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va demander dans les projets, c'est de bien spécifier le parcours vers l'interdisciplinarité. Et donc, pour cela, les outils évoluent un peu. Donc, les consortia, c'est bien pour accompagner la constitution de communautés scientifiques interdisciplinaires, de gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui ne partagent pas nécessairement le même vocabulaire. Donc, c'est un préalable, finalement, à des projets scientifiques. Le budget, jusqu'à présent, était de maximum 10 K €. Et comme il y a des actions qui peuvent nécessiter davantage de financement, il y a des discussions en cours pour augmenter cette limite, peut-être jusqu'à 20 K €, c'est encore en discussion. Et en tout cas, ce qui est acté, c'est que les consortia pourront durer 2 ans, comme les projets exploratoires. Dans les projets exploratoires, il faudra décrire les actions pour favoriser l'interdisciplinarité et on pourra consacrer 10 000 € supplémentaires justement pour ces actions. Il y a toujours le fameux projet emblématique. Lui, il correspond à un défi majeur pour le métaprogramme. Le budget est de l'ordre de 100 à 300 K € plus une allocation doctorale 100%. Voilà, comme on est toujours en train de courir derrière les cofinancements, c'est un petit plus. Mais ce projet emblématique, il doit être co-construit avec le comité de pilotage du métaprogramme et il est soumis à l'approbation de notre directeur scientifique référent, qui est donc le directeur scientifique agriculture, et à l'avis de notre comité scientifique international. Et enfin, vous avez la possibilité aussi de demander des demi-bourses de thèse de doctorat, donc des demi-allocations. Et ça, c'est pour aussi encourager la formation à la recherche sur des fronts interdisciplinaires. Et bien sûr qu'ils soient prioritaires pour le
pour le métaprogramme, j'insiste un peu là-dessus parce que on reçoit quand même pas mal de propositions qui relèvent des départements, c'est-à-dire qui ne sont pas interdisciplinaires. Ça n'empêche pas la grande qualité et le grand intérêt scientifique de ces projets, mais ils ne relèvent pas du soutien des métaprogrammes. Donc, s'il vous plaît, faites l'effort quand vous soumettez une demande de cofinancement auprès des métaprogrammes de prendre en compte le fait qu'un des mots-clés, c'est l'interdisciplinarité, et c'est la diapo suivante. Voilà. Donc, ça reste le mot-clé, mais la directrice générale aux affaires scientifiques, Carole Caranta, souhaite vraiment soutenir le renforcement de cette notion d'interdisciplinarité, d'où cette fameuse notion de parcours avec description des actions prévues dans ce sens, qui peuvent inclure, je vous le disais hier, des ateliers de réflexion, des missions, des visites dans des unités, des retraites d'écriture, des stages, mais qui soient co-encadrés, et puis des séminaires autour des résultats. On a aussi, je voulais le souligner, la possibilité de soutenir des suites aux projets qui ont déjà été soutenus, par exemple des retraites d'écriture ou bien encore des nouveaux projets qui seraient basés sur les acquis du projet que j'ai intitulé Saison 1. Voilà. Donc, j'ai rappelé dans la suite de la diapo, s'il te plaît, Servane, voilà, le calendrier qui est commun à tous les métaprogrammes avec, pour Métabio, le 12 juin comme date limite pour déposer les lettres d'intention, et ça se fera toujours en 2 étapes comme les années précédentes. Et puis, un dernier clic, s'il te plaît, Servane, voilà, pour vous dire que j'ai d'autant plus regretté de ne pas être avec vous à Saint-Malo, que c'était pour moi le dernier grand événement pour Métabio, puisque je vais prendre ma retraite à la fin de l'année. Donc, le dernier appel à manifestation d'intérêt et de projet sera le dernier que je traiterai, et aux côtés de Cécile, à qui je vais passer le flambeau. Voilà. Et donc, je vous remercie encore du travail qui a été réalisé, et je vous souhaite un bon retour, puisque je pense que les paniers repas doivent vous attendre, et je ne sais pas si la pluie s'est arrêtée à Saint-Malo, en tout cas au Pays Basque, il fait beau, et donc vous allez peut-être pouvoir aller les déguster sur la plage. Merci Françoise, et oui, et merci aussi à toi en fait, parce que voilà, tu nous as remercié, Alice, moi, Cécile et puis toute l'équipe de l'organisation, mais sachez que Françoise est loin d'être la dernière dans la réussite de cet événement.